Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Notre rendez-vous santé du jeudi. Une émission qui peut sembler consacrée exclusivement aux messieurs, mais qui concerne toutefois indirectement les dames, en raison du retentissement des troubles prostatiques sur la qualité de vie et la sexualité du couple. Nous allons en effet parler aujourd'hui d'une glande, la prostate, dont le seul nom évoque des soucis principalement urinaires, plus ou moins graves, et la crainte du cancer. Informer et rassurer, mais aussi ralentir ou prévenir leur apparition et leur évolution, tels sont les objectifs de l'ouvrage « Je gâte ma prostate » publié chez Flammarion. Les deux auteurs, le Dr Karim Ferri, chirurgien urologue, et le Dr Kaina Oussedik, spécialiste en biochimie alimentaire, sont mes invités cet après-midi. Dr Oussedik, bonjour. Bonjour. Dr Ferri, bonjour. Merci de votre présence. Merci. Alors nous allons dans un premier temps présenter à nos auditeurs cette glande finalement mal connue, la prostate, évoquer ses dysfonctionnements et ses maladies, puis parler de prévention, essentiellement alimentaire, dans la deuxième partie de notre entretien. Alors je vais d'abord m'adresser à vous, Dr Ferri. Alors la prostate est la source d'affres urinaires ou génito-urinaires, avec en filigrane pour les messieurs une symbolique forte, la fin de la vie sexuelle et la peur du cancer. Voilà, en fait c'est une petite glande qui est assez méconnue parce qu'elle est au fond du pelvis et elle fait peur, elle fait entre guillemets fantasmer. Mais il ne faut pas du tout avoir peur de la prostate. La prostate, c'est une petite glande d'une 30aine de grammes qui est au fond du pelvis et qui en fait est souvent atteinte de deux pathologies distinctes l'une de l'autre. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. En grosso modo, c'est quand la prostate, elle croît, elle augmente de volume et elle commence à faire parler d'elle avec des troubles urinaires. C'est les messieurs qui se lèvent 2 fois, 3 fois, 4 fois la nuit, qui vont uriner beaucoup de fois dans la journée, qui ont du mal à faire pipi, qui ont du mal, qui poussent pour uriner. On va y venir aux troubles prostatiques, de l'hypertrophie de la prostate, de la prostatite, l'inflammation de la prostate, et puis du cancer qui nous fait tous peur. Et l'autre pathologie qui fait peur, c'est le cancer de la prostate. Alors c'est vrai que c'est un cancer qui est fréquent chez l'homme, qui survient souvent chez l'homme âgé, mais c'est pas le même type de cancer que l'on retrouve par exemple chez un cancer du côlon ou un cancer du pancréas, où tout de suite les perspectives de vie future sont assez sombres. Le cancer de la prostate, il est fréquent, mais le taux de Il est fréquent, c'est le premier cancer masculin. Hein. Mais en termes de mortalité, c'est le 5e, voire le 6e. Il y a une bonne partie des cancers de prostate que l'on diagnostique, que l'on ne traite pas. Une bonne partie, 30 à 40%, qui sont simplement en surveillance, ce qu'on appelle en surveillance active. Donc il faut dédramatiser le cancer de la prostate, il faut le diagnostiquer et savoir s'il faut le traiter ou pas, mais on peut le surveiller. Ça reste vrai, on dit que les hommes ne meurent pas de leur cancer de la prostate, mais meurent avec leur cancer. Exactement, c'est une phrase que j'ai écrite dans le livre, parce qu'en fait il y avait une étude d'une 30-40aine d'années, où on avait fait des autopsies sur des hommes âgés, et quasiment 95 à 100% des hommes qui avaient plus de 90%, on avait retrouvé un petit cancer de prostate dans leur glande. Donc certains se sont prêtés à dire que le cancer de la prostate pourrait être une dégénérescence de la glande, sans qu'il y ait un impact pathologique dessus. Vous avez une formule là, dans votre livre, vous dites que l'atteinte de la prostate est une blessure narcissique profonde. On préfère ne pas en parler. Je rajouterais d'autant que l'examen se fait par un toucher rectal. Alors voilà, très bien. Le toucher rectal, il y a beaucoup de fantasmes qui englobent ce geste. Moi, pour ma part, dans ma pratique médicale, depuis une dizaine d'années, l'imagerie a énormément progressé, notamment l'IRM prostatique, qui est une sorte de scanner de la prostate, qui permet de faire un diagnostic de cancer avec le taux de PSA, qui est l'hormone produite par la prostate. Quand elle a un certain taux qui dépasse le 4 et qui est suspect, on peut faire une IRM. Moi, dans ma pratique courante, je ne fais de moins en moins de touchés rectaux qui stressaient, qui empêchaient les patients de venir voir l'urologue, car ils pensaient que systématiquement, quand on vient voir l'urologue, on doit avoir un toucher. Que nenni, j'en fais quasiment que lorsque je pratique des biopsies.
Et donc, c'est un moment précis de la consultation et c'est pas systématique. Avec l'imagerie, l'IRM et le taux de PSA, on peut avoir un faisceau d'arguments qui nous oriente vers la biopsie et le diagnostic du cancer sans passer par le toucher. De temps en temps, on évoquait parfois les surdiagnostics, trop de diagnostics de la prostate par une imagerie qui est de plus en plus performante. Vous dites non? Alors, exactement. À un moment, il y a eu un surdiagnostic, mais c'est pas le problème du surdiagnostic, c'est le problème du surtraitement. Car en fait, la question c'est ce n'est pas faut-il diagnostiquer ou ne pas diagnostiquer, c'est faut-il traiter ou ne pas traiter. Car en fait, le problème, on a découvert énormément ces 15 dernières années de nombreux cancers et en fait, on les a quasiment tous opérés ou traités par radiothérapie. Et une bonne partie de ces cancers ne méritaient pas un traitement. C'est pour ça qu'on a développé la surveillance active. C'est des patients chez qui on diagnostique un cancer. On a quelques critères, on ne va pas rentrer dans les détails, mais certains critères permettent de définir des cancers qui sont peu agressifs, qui vont peu évoluer, qui ne vont pas devenir métastatiques et donc qui ne mettront pas la survie en danger. Et ces cancers-là, en fait, on les surveille. Tous les 6 mois ou tous les ans, on leur fait un PSA, une IRM, et tous les 2 ans, on peut refaire des biopsies pour voir si le cancer a progressé ou pas. Donc c'est une bonne partie des cancers que l'on diagnostique, à peu près 20 à 30% des cancers ne sont plus opérés, mais simplement surveillés. C'est ce qui a fait la polémique avec les médecins généralistes, les urologues, les chirurgiens, les oncologues, entre le traitement ou pas des cancers. La surveillance avec le PSA tous les ans, les recommandations, là maintenant c'est peut-être un petit peu de freiner, qu'un PSA qui est normal à 60 ans, ça sert à rien de le refaire tous les 6 mois. Exactement. Moi je préconise, quand le PSA est inférieur à 2 à partir de 60 ans, il faut le refaire 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. Le faire de façon régulière, mais pas rapprocher tous les 6 mois, ça n'a aucune importance, sauf si vous voyez que après 2 ou 3 dosages de PSA, il y a une augmentation linéaire. Là, on peut se dire qu'il se passe peut-être quelque chose. Donc, il faut faire de l'imagerie, voir si la prostate a grossi, si c'est pas une infection qui a fait monter ce taux de PSA. Et après, on discute avec son urologue s'il faut faire une IRM ou des biopsies ou aller plus loin. Voilà. Alors, on est parti sur le cancer de la prostate. Je pensais terminer par lui. On va revenir sur la prostate. Vous nous avez expliqué où se trouvait cette petite glande. Mais à quoi elle sert finalement ? En fait, la glande prostatique, elle a une fonction principale, c'est la production du liquide séminal. C'est-à-dire, c'est un peu la glande. Faut vous expliquer. Voilà, c'est un peu la glande du plaisir qui produit l'éjaculat. En fait, quand vous éjaculez, vous produisez un liquide qu'on appelle le liquide séminal, qui est constitué en grande partie des sécrétions qui proviennent des vésicules séminales et une petite partie des spermatozoïdes qui proviennent des testicules. Et le mélange produit le liquide séminal qui peut être fécondant. Et la prostate produit une protéine, le PSA, justement, dont on vient de parler, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle, mauvais anglais, prostatic specific antigen. C'est une enzyme, une protéine qui n'est produite que par la prostate. Et donc, c'est l'un des éléments qui permettent de diagnostiquer le cancer de prostate. Quand ce PSA augmente, on peut se douter qu'il se passe quelque chose au niveau de la glande. Mais il peut augmenter. Pas uniquement le cancer. Voilà. Ferry, une prostate qui grossit, le PSA va augmenter. Exactement. Donc, il faut analyser le volume de la prostate. Si le volume passe à 60, 70 grammes, 80 grammes, parce que je rappelle c'est normal que le PSA augmente. Parce qu'une prostate normale, c'est à peine 25 à 30 grammes. C'est à peu près la taille d'une châtaigne. En cas d'infection aussi, quand on ce qu'on appelle une prostatite, une inflammation de la prostate, le taux de PSA peut doubler, décupler, passer à 20, 30 sans que ce soit péjoratif. Et au bout de 3-4 mois, on le redose et ça redescend à un taux normal. La prostatite, c'est un problème de jeune et la prostate, un problème de vieux ou c'est plus compliqué ? On n'ira pas jusque-là. Alors, il y a des prostatites qui peuvent être liées, par exemple, à des germes sexuellement transmissibles, mais un homme qui a une grosse prostate, qui vide pas bien sa vessie, ce qu'on appelle un résidu au niveau vésical avec de l'urine qui stagne, peut infecter sa vessie, faire une infection de la vessie et entraîner après une infection de la prostate. Donc, la prostatite peut se retrouver à tous les âges de la vie. Une grosse prostate, c'est grave ou pas obligatoirement ? Alors, on me pose souvent la question, mais nous... C'est gênant, mais... Alors, toutes les grosses prostates n'ont pas de symptômes urinaires. Nous, les urologues, on ne traite pas un volume prostatique, on traite des symptômes, des gens qui souffrent, qui ont du mal à uriner. Il arrive de voir des gens qui ont des prostates d'une 40aine de grammes, mais qui sont extrêmement gênés pour uriner, qui se lèvent 4 fois la nuit, qui ne vident pas leur vessie.
A contrario, il y a des patients qui ont des prostates de plus de 100 grammes, 150 grammes, qui n'ont aucun symptôme urinaire, parce qu'il n'y a pas de compression du canal, il n'y a pas de gêne à l'écoulement urinaire. Donc en fait, c'est un ensemble de faisceaux cliniques, radiologiques, qui font qu'on traite ou qu'on ne traite pas. Vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'on appelle donc les SBAU ou le TUBA, en fait, les troubles urinaires du bas appareil. Alors, il y a des troubles qui sont obstructifs et puis des troubles qui sont irritatifs, liés au stockage. Alors, et là, comme ça, on aura l'ensemble des symptômes, alors, c'est ça? En gros, il y a deux grands types de symptômes. Nous, en urologie, on classe les syndromes irritatifs et les syndromes obstructifs. Obstructif, c'est le G qui est faible, c'est quand les gens poussent pour uriner, ils ont une pression, comme quand vous serrez un arrosoir ou un tuyau d'arrosage. Impossible d'aller pisser sur le mur. Vous ne pouvez pas faire de concours avec les jeunes. C'est impossible. Moi, souvent, ce que je pose aux patients, vous urinez sur le mur ou sur vos chaussures. Et là, ils savent tout de suite, le G, il est faible ou il est fort. Des fois, on est obligé de pousser pour que les urines sortent. Après, l'autre type de syndrome, ce qu'on appelle les syndromes irritatifs, c'est les gens qui urinent tout le temps. Toutes les demi-heures, toutes les heures pendant la journée, qui se lèvent 3-4 fois la nuit, qui ont des envies pressantes. Alors on appelle ça des urgenturies ou des impériosités, avec une envie irrépressible d'uriner, et puis parfois des petites gouttes qui sortent, des fuites urinaires. Finalement, la prostate, c'est une histoire de plomberie. En gros. Voilà, nous on est un peu les urologues, les plombiers du corps, et on essaye de tout faire pour qu'il y ait un écoulement qui se fasse le plus naturellement et le plus facilement possible. Avec l'âge, la prostate va quand même augmenter de volume. Vous expliquiez tout à l'heure qu'elle n'entraînait pas obligatoirement des symptômes, mais elle va augmenter de volume. Elle peut augmenter, mais en gros, elle peut prendre 20-30 grammes par rapport à une prostate normale, mais sans qu'il y ait de répercussions au niveau de la symptomatologie. Donc pour vous, diagnostic d'interrogatoire, vous avez expliqué l'importance de l'imagerie. Il y a d'autres examens complémentaires, l'échographie dont vous avez parlé. Alors l'échographie, c'est pas pour le cancer, c'est vraiment pour les troubles urinaires. Ça permet de nous donner déjà une idée du volume de la prostate, de voir si la vessie se vide bien. Le résidu, c'est extrêmement important. Et ça permet aussi d'explorer les reins. Parce qu'il y a une trentaine d'années, il y avait une bonne partie des gens qui étaient en insuffisance rénale chronique, car ils n'arrivaient plus à vider correctement la vessie, et on voyait venir les patients avec des reins dilatés, avec des vessies qui ne se vidaient pas. Donc c'est important d'avoir un taux de créatinine pour voir un peu la fonction des reins, s'ils filtrent bien, il faut bien leur fonction de filtration, et de voir un peu l'imagerie des reins. C'est important. Alors vous êtes chirurgien, mais il y a des traitements médicaux avant la chirurgie. Bien sûr. Bien sûr. 3 types de médicaments, les petits médicaments, on va dire les plantes, c'est ça? Les plantes, c'est pas un si petit médicament que ça. Moi, oui, de plus en plus d'urologues les utilisent. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la phytothérapie. Donc c'est des médicaments qui sont faits. Alors les principaux, ils sont faits à partir de palmiers de Floride. Le prunier d'Afrique. Prunier d'Afrique. Voilà. Moi, je me préférence pour le premier parce qu'il y a de nombreuses études. Les pépins de courge, je crois. Pépins de courge. Ouais. Alors il y a pas mal de laboratoires qui les produisent, mais ça rentre pas dans la phytothérapie comme je viens de le décrire. Donc ça, c'est les premiers traitements qui ont une action un peu anti-inflammatoire sur la prostate et qui permettent de calmer les symptômes. Ça, c'est la première étape, c'est les premiers médicaments que l'on prescrit habituellement. Ensuite, il y a un deuxième niveau de médicaments qu'on appelle les alpha-bloquants, qui permettent de relâcher un peu les fibres du sphincter, qui permet de libérer l'urine et de faciliter l'écoulement. Ça réduit la fréquence... La fréquence urinaire, ça augmente votre G, donc ça a une action assez efficace, mais avec quelques petits désagréments sexuels qui font que souvent les patients l'arrêtent, parce qu'en fait, ça diminue l'éjaculation, ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Et pour certains hommes, ça les prive de plaisir et donc ils ne continuent pas le traitement. Ensuite, on a un troisième traitement qui est extrêmement efficace. Ça, c'est pour les volumineuses prostates. Alors, c'est un nom barbare, c'est les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Bref, c'est des médicaments qui permettent de diminuer le volume de la prostate. Ils sont extrêmement efficaces. Donc, à la fois, ça diminue le volume et ça a une action sur les symptômes. Mais encore une fois, ils ont une implication, une conséquence au niveau de la sexualité. Ils baissent la libido et la qualité des érections. Donc, il y a aussi des hommes qui préfèrent arrêter le traitement et passer à une autre étape. Certains de ces médicaments entraînent des éjaculations rétrogrades. Les deuxièmes dont j'ai parlé, les alpha-bloquants, entraînent des éjaculations rétrogrades.
Bien. Voilà. Alors, on va essayer d'éviter ce cancer ou ces maladies de la prostate. Et la deuxième partie, finalement, de votre ouvrage, que vous avez écrit à 4 mains, est basée sur la prévention, et la prévention principalement donc dans l'assiette. Exactement, oui, tout à fait. On oublie souvent que l'alimentation peut être aussi un très très bon médicament. Donc là, nous parlions de la prostate, et c'est vrai que pour la prostate, on préconise de manger varié, de manger légumes, fruits, protéines, et d'essayer de réduire un peu les aliments un peu gras, les aliments sucrés, mais surtout, moi j'attire toujours l'attention sur le sucre blanc, les farines blanches, tout ce qui est raffiné. Ça ne fait pas bon ménage avec la prostate. Et après, c'est vrai que pour faciliter un petit peu tous ces rayons et ces rayons de fruits, légumes, produits secondaires, transformés, etc., on a essayé de synthétiser un peu les aliments importants. Parce que là, vous avez commencé par les ennemis. Alors, les calories, les apports énergétiques élevés, les graisses saturées, les graisses trans ont un rôle aussi contre la prostate. Exactement. Alors moi, je sais qu'au cabinet, les hommes n'aiment pas entendre ça, mais quand je leur dis, on me dit alors, et la viande dans tout ça, on peut manger les viandes, mais les viandes, il faut qu'elles soient cuites. Oui, vous dites dans le livre, il y a des études qui sont contradictoires. Par contre, sur les viandes grillées, il y a formation de substances chimiques délétères, cancérigènes. C'est très délétère pour la prostate et pour tous les autres organes d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand on dit qu'il faut manger les viandes bien cuites, ce n'est pas l'avis de tous les hommes. Les laitages Les laitages aussi. Les laitages, on va plutôt préconiser des laitages comme des laitages de chèvre, de brebis. Les fromages aussi également, plutôt chèvre et brebis. Et lorsque nous aimons manger des produits de vache, alors on va plutôt conseiller des produits de vache à pâte cuite concernant les fromages. Et pour les laits à base de vache, il faut faire vraiment très attention parce que malheureusement, les vaches d'aujourd'hui donnent quand même aux alentours de 25 à 26 litres de lait par jour, ce qui n'était pas le cas de la vache de nos grands-parents. Et donc, c'est rempli de certains facteurs de croissance qu'on appelle les IGF, les fameux facteurs qui peuvent augmenter. Dangereux s'il y a une prédisposition au cancer. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que souvent, on essaye vraiment de conseiller d'aller sur la chèvre et la brebis. Mais lorsque nous aimons la vache, il faut soit faire cuire le lait, et dans ces cas-là, on arrive à dégrader un petit peu les facteurs de croissance et essayer plutôt d'aller sur des fromages pâte cuite et stérilisés surtout. Alors là, on a commencé par les ennemis, mais vous avez une liste de 10 aliments qui sont tout à fait recommandables. Et en tête de liste, on trouve le lycopène de la tomate. Exactement, le lycopène de la tomate et surtout de la tomate cuite. Plus nous allons cuire cette tomate et plus en réalité on va concentrer ses principes actifs. Alors on les retrouve dans la tomate exactement, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs questions. C'est est-ce qu'on les retrouve aussi dans les fruits rouges? Est-ce qu'on les retrouve dans les légumes et les fruits colorés? La réponse est oui, dans les fruits rouges comme la framboise, la mûre, la myrtille. C'est aussi riche en lycopène. Et donc c'est vrai que la tomate étant celle la plus riche, qu'on préconise beaucoup, mais il y a également des fruits. Mais c'est pas le fruit tomate. Vous dites il faut des tomates cuites plutôt à la vapeur, il faut des sauces tomates, vous en rajoutez partout, des tomates séchées. Un petit peu le régime méditerranéen, avec les tomates, l'huile d'olive. On parle aussi également du thé vert. On parle également. J'avais pas entendu parler du soja, puisque bien évidemment la discussion se pose avec le soja. Il n'y a pas de cancer ou peu de cancer de la prostate en Asie. Exactement. En fait, les études épidémiologiques montrent que en Asie, il y a les taux les plus bas de cancer de prostate parce qu'ils ont une alimentation riche en soja, en thé vert, en gingembre, en curcuma, tous des bons éléments extrêmement riches en polyphénols qui sont des antioxydants puissants et qui permettent de préserver, de prévenir le cancer de la prostate. Et c'est là justement où il y a un petit peu souvent les gens mettent le soja dans un aliment à pas manger, et alors que c'est là où il y a une petite différence quand même, où nous incitons les hommes à manger du soja, et pour les femmes on dit de faire attention quand il est cuit, quand il est pasteurisé, quand
quand il est monté à haute température, c'est bon. Il n'y aura pas les fameuses molécules qui ressemblent un petit peu aux hormones féminines. Par contre, quand il est cru, il faut faire attention. On a fait beaucoup d'émissions où effectivement on dénonçait les risques, les dangers du lait de soja pour les petites filles ou pour les petits garçons. Mais là, chez l'adulte, vous dites le soja non fermenté, c'est-à-dire le lait de soja, le tofu, protégerait contre le cancer et pas le soja fermenté. Ouais, on a besoin de phytoestrogènes. On a besoin. Le cancer de prostate est un cancer qui est hormonodépendant, qui dépend de la testostérone, mais c'est une alchimie entre le taux d'oestrogène dans le sang, le taux de testostérone, et c'est surtout la dihydrotestostérone qui est un produit de dégradation de la testostérone qui est négative et qui est péjorative pour le cancer de la prostate. Et c'est pour ça que là, c'est vrai que c'est très différent entre les hommes et les femmes. Alors vous avez évoqué le thé vert, vous dites c'est très 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 important, mais l'infusion doit durer 10 minutes en fait pour extraire au maximum les catéchines. C'est ça, exactement. L'infusion de thé vert, mais comme disait aussi le docteur Ferry... C'est pas se prendre l'amertume, là, au bout de 10 minutes d'infusion, non ? Un petit peu. Moi, je mélange tout le temps avec un peu de gingembre. Alors, le gingembre vient derrière. Exactement, les deux infusés, tous les deux contiennent énormément de polyphénol, qui est un antioxydant extrêmement puissant et qui permet de prévenir vraiment le cancer de la prostate ou d'autres types de cancers. Voilà, mais il faut en pas prendre. Que le cancer de la prostate, c'est vrai. Parce qu'on le préconise aussi pour les femmes. Vous évoquez pour le gingembre, le curcuma, et vous dites finalement de le manger râpé ou émincé. Tout à fait, parce que souvent les gens nous demandent quid des compléments alimentaires. Si on utilisait des compléments alimentaires de gingembre, compléments alimentaires, quid des compléments, nous on les préconise plutôt naturels, frais. C'est là où on garde un maximum de principes actifs. Parce qu'en complément alimentaire, ils sont souvent montés à haute température, transformés, et donc on ne récupère pas forcément les principes actifs. Voilà, beaucoup d'autres conseils dans votre ouvrage, la vitamine D indispensable, des doutes sur la vitamine E, le sélénium, le zinc. Je renvoie évidemment aux auditeurs à votre livre « Je gâte ma prostate ». Et on se rend compte que finalement, les maladies de la prostate ne sont pas une fatalité et que probablement l'hygiène de vie, dont l'alimentation, quelque chose d'essentiel. Exactement. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Flammarion. Je gâte ma prostate. Merci. Au revoir. Merci Serge Rafal, on peut réécouter Réfo en podcast sur radioj.fr. Merci également à vous, Dr Karine Ferry et Kaina Oussedik. Une dernière question, à partir de quand, Dr Ferry, faut-il s'inquiéter pour sa plomberie ? Alors, à partir de 50 ans, 55 ans, on peut faire un premier dosage de PSA. Et puis, dès que vous avez des troubles urinaires, vous vous mettez à uriner beaucoup de fois dans la journée, que ce soit à 25 ans, 30 ans ou 35 ans, vous pouvez consulter un urologue et il fera un petit bilan pour voir s'il y a un problème ou non. C'est noté, merci. Ce soir, c'est donc légumes, c'est ça, légumes et protéines. Il est 14h passé 31 minutes.